Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans 52 minutes avec. Notre invité de ce soir a passé sa vie à côtoyer la détresse, la misère, la famine, le chaos, le désespoir, la colère de la nature et la cruauté des hommes, la maladie, la mort. Mais cela n'a jamais éteint la flamme qui brûle en elle depuis sa plus tendre enfance. Enfant, déjà, elle savait ce qu'elle voulait. Sauver le monde, rien de moins que ça. Des années plus tard, à défaut de sauver le monde, elle est engagée depuis plus d'un quart de siècle, presque 40 ans, à sauver des vies, à en améliorer d'autres, à apaiser des douleurs, soulager les souffrances et panser les blessures d'une humanité qui saigne aux quatre coins du monde, avec les contraintes et les limites, c'est sûr, de sa fonction. Irak, Honduras, Angola, Nicaragua, Guatemala, Salvador, Angola, Mauritanie, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Mali, toute une vie dédiée aux autres. Une belle et longue aventure humaine. C'est sûr, elle n'a pas choisi le plus facile des métiers, ni le plus lucratif, loin s'en faut, mais sans doute le plus beau, le plus noble, l'humanitaire. Notre invitée d'aujourd'hui est Loubna Benhayoun, directrice de la section stabilisation et relèvement au sein de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Madame Benhayoun, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Alors, Loubna Benhayoun, je vais commencer peut-être par la fin. Vous avez sillonné le monde pendant toutes ces années et vous étiez au cœur et du côté parfois du côté obscur de la vie sur le terrain, aux côtés d'une humanité vulnérable, en détresse. Est-ce que cela vous a-t-il aidé à mieux comprendre ce monde que vous rêviez de changer en fond? Alors, c'est une très bonne question. Comme vous l'avez bien dit, et vraiment merci pour votre présentation, pour moi, ça a été une vocation, comme vous l'avez dit, très jeune, très très jeune. Je voulais vraiment m'investir pour aider les autres, partager ce que moi je considérais comme avoir reçu de ma famille, grâce à mon papa qui m'a toujours soutenue à réaliser mes rêves les plus fous. Et j'ai commencé très jeune dans cette aventure, bien sûr en me disant bon, il y a certainement des risques, oui. Certainement des choses difficiles à passer, mais je n'aurais jamais imaginé vivre ce que j'ai vécu et j'en suis très fière. Les choses les plus difficiles de la vie, les misères, les désastres humains, désastres aussi naturels. Qu'est-ce que vous avez compris justement du monde que les autres, les gens ordinaires qui menent notre petite vie dans nos petites maisons, avec bien à l'abri, peut-être que la leçon ou votre philosophie, ce que vous a appris, cette longue carrière et engagement dans l'humanitaire? Je dirais, je crois le mot essentiel, c'est d'abord l'humain. L'humain qui est au centre, vraiment qui est au cœur de toute cette problématique. C'est vraiment l'humain. Et j'ai compris que nous sommes tous, nous sommes partie de cette humanité. Nous faisons partie de cette humanité et nous avons un devoir. Et moi, c'est une question de conviction, de conviction très, très forte. Se mettre à la place de l'autre et se dire que, oui, si on peut, on n'a pas le droit de laisser les choses, disons, devenir plus graves. Parce que, franchement, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. Moi, malheureusement, je vois à travers toutes ces années que le monde n'a pas beaucoup changé. Sinon, les guerres se sont encore plus développées, devenues encore plus cruelles. La cruauté est fortement là.
mais il faut garder en nous cette espérance, Absolument. cette abnégation, ce don de soi, en fait, et Oui. sans arrêt, je crois qu'il faut continuer le combat. Absolument, et Oui. vous le faites, voilà, c'est très important, vous l'aviez déjà dit une fois, son jugement, c'est très important, avec l'impartialité, toute l'impartialité possible, pas de manichéisme quand vous êtes sur le terrain, il n'y a pas les méchants d'un côté Non. et les gentils de l'autre, vous êtes avec l'humain, parce que... Et puis, comme vous dites, nous sommes tous des individus qui vivent les uns avec les autres et appelés à nous adapter, à ne pas juger, en fait, c'est très important. Parce que quand il y a des guerres, ou quand on est au milieu, mais non, pour vous, il n'y a pas de jugement. Ben justement, c'est ça mon engagement en étant justement aux Nations Unies, et un des, parmi les principes fondamentaux, c'est justement la neutralité, l'impartialité. Nous sommes là pour donner de l'aide, accompagner des communautés qui sont dans des misères totales, dans des communautés vulnérables. Donc, on ne peut pas faire la distinction, et surtout pas ne pas tomber dans ça, au contraire. Alors, on va bien sûr parler des débuts, on va parler de votre enfance, on va parler de ce qui a fait que vous êtes aujourd'hui là où vous êtes. Mais depuis 2014, vous êtes en mission au Mali, on va y revenir. Mais aujourd'hui, vous êtes pour un court séjour à Rabat, votre ville natale, là où tout a commencé. Quel genre d'enfant étiez-vous et d'où vous est venu cet intérêt très précoce pour l'humanitaire? Alors, une photo avec votre maman? Oui, oui, j'étais une grande gourmande, paraît-il, donc je passais mon temps à manger. Oui. J'ai passé une enfance vraiment, je dirais, très, très heureuse. Famille nous sommes 4 enfants, donc je suis la deuxième de 4. J'ai fait ma scolarité ici, à Rabat. J'ai fait le cursus français et j'ai même été chez les sœurs. Mon papa a été un peu ma force et mon inspiration depuis toujours, parce que c'est quelqu'un qui m'a toujours poussée à, comme je disais, à réaliser mes rêves, à aller au-delà de toutes les possibilités, et une grande confiance en moi. Donc j'ai grandi à Rabat, j'ai fait ma scolarité ici. J'ai appris déjà très jeune les notions justement de tolérance, de la différence, qu'il y avait des gens qui sont différents. Vous avez été chez les sœurs, j'étais des sœurs catholiques. Vous voyez prier d'une manière, Exactement. À la maison c'était une autre manière de prier. Tout à fait. Déjà vous commencez à vous poser des questions. Des questions existentielles, très très jeunes, exactement. Je voyais les différentes choses qui se passaient à l'école, et puis la manière de prier par exemple à la maison, et vraiment très jeune. Et pour vous donner juste une petite anecdote, à 16 ans, je me rappelle très bien, à 16 ans, j'ai écrit une lettre manuscrite à l'époque et je l'ai envoyée au bureau de l'UNICEF à Paris. À l'époque, en leur disant « j'aimerais bien travailler avec vous dans l'humanitaire ». Et c'est mon papa qui me l'avait timbré et posté. Je crois que ça ne doit pas beaucoup parler à la jeunesse d'aujourd'hui, bien sûr. Et figurez-vous, à notre grande surprise, quelques semaines plus tard, j'ai reçu la réponse, je vous assure, et qui disait « Merci mademoiselle, nous sommes ravis, mais au moins passez votre bac, faites des études et revenez vers nous ». Et ça m'a... Donc déjà, c'était là. Alors, votre papa, est-ce qu'il a toujours été là pour vous? Il est toujours là, même s'il est parti, mais ils sont toujours là, ils ne partent jamais. Et il vous a donné beaucoup de réponses à beaucoup de questions qui étaient difficiles. Et on comprend facilement, d'après les photos, d'après la façon dont vous parlez, qu'il occupe une place particulière dans votre vie. Quel genre d'homme était-il, humainement? Oula, ça c'est... Il est parti, comme vous dites, mais pour moi, il est toujours là. Je lui parle tous les jours. Je fais des monologues, mais ce n'est pas grave, on discute. C'était un homme extraordinaire. Je crois c'est un homme qui a beaucoup voyagé à travers les livres. Et aussi très jeune, je crois que ça a été aussi un déclic. J'avais vraiment pas bien passé mes examens, j'avais réussi, je ne sais plus quelle classe, encore très jeune, et il m'avait offert tout l'univers. C'était une encyclopédie, je ne sais plus si ça existe maintenant, tout l'univers.
Et là, on décortiquait tous les soirs, on est là à discuter, à écouter les symphonies de Beethoven, de Mozart, de discuter sur l'univers. On voyageait à travers cette encyclopédie et il me parlait du monde, des pays, des choses à voir. Et il m'a toujours dit, il faut aller chercher, il faut aller voir. Si tu as la chance d'y aller, vas-y. Et n'aie jamais peur de quoi que ce soit. Il faut aller dans les pays les plus lointains ou les contrées les plus lointaines. Il ne faut pas hésiter. Mais pour y arriver, il faut étudier, étudier. Et la notion de travail, je crois que c'est vraiment... Il m'a inculqué des notions très importantes qui m'ont poursuivi toute ma vie, l'intégrité, le devoir, la notion du devoir et du travail. Et donc, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie. Et c'est grâce à lui. Oui, parce que et vous continuez à le faire. Oui. Alors, quand vous avez dit que vous avez suivi des études primaires et secondaires, après à Rabat, un baccalauréat au lycée Descartes, vous étiez dans votre cocon, vous n'avez pas vécu la misère, mais justement, cette empathie, elle était en vous de naissance, ou il y a eu le passage, bien sûr, chez les sœurs qui est important, parce qu'elles se vouent, elles se donnent. L'anneau qu'elles portent, ce n'est pas pour rien. Donc, leur vie entière pour les autres. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... la curiosité, ce n'était pas que l'aventure, en fait. Ce n'était pas que le rêve qu'on peut avoir de voyager dans le monde. C'était plus que ça? Oh oui, bien plus, bien plus. Ce n'était pas seulement le rêve de voyager. Voyager, oui, c'était intéressant, aurait été intéressant. Mais le don de soi, le fait de partager et en fait de se sentir un peu béni béni parce que j'ai grandi vraiment dans une famille où je ne manquais de rien. Oui. Et je disais, bon, moi je suis bénie, mais pourquoi? Alors qu'il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et pourquoi ne pas offrir ce que je pourrais avoir et puis le partager avec toute l'humilité, bien sûr. Oui. Alors au début, votre bac en poche, vous partez en France. Oui. Au départ, c'était pour une licence en langue étrangère appliquée. Voilà. Mais après, vous bifurquez, vous allez à Londres. Qu'est-ce qui vous a décidé à aller à Londres et à faire un master en politique sociale et planification dans les pays en voie de développement? Quel déclic, quel voyage? Parce qu'il y a eu un voyage en particulier. Oui. En fait, j'ai commencé les études en langue et ce n'était pas fait exprès. Parce que pour moi, les langues, c'était mon véhicule pour justement connaître les autres, parler et communiquer avec d'autres. Donc, je suis partie dans ce domaine des langues étrangères. Je parlais à l'époque, je crois, j'étudiais 4 langues déjà. Et aujourd'hui, vous en parlez beaucoup? 7. Oui. Bon, voilà. Et encore une fois, c'est ça. Pour moi, c'était ça. C'était vraiment la manière de pouvoir communiquer avec les autres. Le minimum que l'on pourrait faire, c'est vraiment parler la même langue. Donc, j'ai fait cela. J'ai eu l'opportunité, juste après ma licence, de rentrer aux Nations Unies, en fait, avec le Programme alimentaire mondial. À l'époque, c'était comme ça où j'ai commencé ma carrière. Mais c'était au niveau du siège, qui était à Rome à l'époque. J'ai passé quelques années là-bas. Bien sûr, c'était formidable, mais c'était beaucoup plus je dirais, de l'administratif, des programmes. Mais je n'étais absolument pas convaincue que c'est ce qu'il me fallait. Je cherchais toujours, c'était pas ça. D'accord, les Nations Unies, mais il fallait aller sur le terrain, aller voir ces mêmes populations. Et il y a eu... Et voilà. Là, c'est où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'opportunité d'aller en Angola, et ça, je vous parle de 1994, en pleine guerre civile. Et je ne savais pas à quoi m'attendre. Et je me rappelle bien, mes collègues me disaient, mais tu es trop jeune, tu ne peux pas aller dans un endroit comme ça, tu laisses Rome, la belle vie. Je disais non, je dois aller voir ça. Il y avait quelque chose en moi qui m'appelait. C'est l'appel du large, l'appel d'ailleurs. Et je suis allée et j'ai fait une expérience absolument traumatisante, bien sûr, parce que c'était en pleine guerre civile. C'était très difficile. C'était... oui,
J'ai toujours des visions encore aujourd'hui de toute une population que je dirais unijambiste à l'époque. Hein. Je ne voyais que ça parce qu'il y avait un gros souci avec les mines, une rébellion vraiment terrible. Oui. Mais on faisait des choses extraordinaires en tant que programme alimentaire mondial. On allait dans les endroits les plus, les plus difficiles. Oui, ça, c'était que le début. Ce n'était que le début. Alors là, vous avez en Angola chopé le virus. Oui. Un bon virus, si l'on est. Tout à fait. On va marquer une petite pause pour découvrir l'objet, parce qu'on demande à notre invité de ramener un objet. On va découvrir l'objet que Mme Benhayoun a décidé de partager avec nous. C'est particulier, l'objet. Alors, votre objet, vous ne l'avez pas ramené avec vous, mais on va le voir en photo. Et vous allez nous dire pourquoi. Ah, ça, c'est... Petite, oui, ça peut paraître un peu... Comment on appelle ça? Transistor, à l'époque? Radio? Oui, c'est une radio. C'est une radio, je dirais, ça a été mon compagnon pendant des années. En fait, depuis l'Angola. Parce que, à l'époque, bien sûr... Cette même radio? La même radio. Vous l'avez encore aujourd'hui? Je l'ai aujourd'hui à la maison, ici, à Rabat. Ça a été mon compagnon parce qu'on n'avait pas d'électricité. On n'avait pas d'eau, il y avait des coupures partout, tout le temps. Et la seule manière pour moi, et j'étais bien sûr seule, on vivait dans des conditions très, très difficiles, et ma connexion avec le monde, c'était cette radio. Donc c'était mon compagnon, j'avais toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un avec moi, j'écoutais beaucoup la BBC, j'écoutais les nouvelles du monde, et je me sentais connectée. Et pas seulement en Angola, depuis ça, elle m'a accompagner cette radio dans d'autres péripéties. Et c'est vraiment un objet fétiche. C'est vraiment mon compagnon. C'est votre lien avec le monde. Avec le monde et ne pas être seul, oui. Alors, à la fin de votre master à London School of Economics, c'est ça? Vous partez en mission d'abord en Irak pour 2 ans. Et ensuite, c'était votre deuxième terrain, parce que vous étiez parti en Angola. Et... ensuite, vous allez vous envoler en mission. On va passer à la période de l'Irak. Vous êtes resté 2 ans en Irak ou quelque chose comme ça? Parce qu'il y a eu je faisais partie des gens qui avaient été évacués pour des raisons de sécurité. Oui. Après, on a parlé de la cruauté et de la barbarie des hommes, mais il y a aussi la colère de la nature, mais qui a toujours ses raisons qu'on n'arrive pas à comprendre. Il y a eu l'ouragan Mitch, un ouragan très violent. Et vous êtes parti en Amérique et vous avez fait plusieurs pays, 4 ou 5 pays. Oui, c'est une drôle d'histoire. Ça vous a beaucoup marqué, cet épisode. Ça m'a beaucoup marqué puisque j'étais, encore une fois, grâce aux langues, parce que j'avais aussi l'espagnol et j'avais eu donc je pouvais travailler là-bas en tant qu'hispanophone également. Donc, oui, là, ça c'est au Brésil. Ça c'était au Brésil, oui. Mais au Nicaragua, j'ai été basée au Nicaragua, mais je suis partie en fait pour faire une recherche et préparer un gros dossier pour les bailleurs sur la sécheresse El Niño. Si vous vous rappelez, à l'époque, on parlait de la sécheresse El Niño. Oui. Donc j'ai parcouru tous les pays, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Salvador, partout dans les endroits les plus reculés, aller dans les petits villages pour voir vraiment la situation, l'impact de la sécheresse qui était très fort. Et vraiment travailler avec les ministères de l'agriculture de ces pays, avec les communautés, voir qu'est-ce qu'on peut faire, ramener tout ça à Managua, à la capitale du Nicaragua, et faire vraiment un gros projet de mobilisation de fonds auprès des bailleurs. Et bien, quelques mois après avoir fait tous ces voyages, où j'ai rencontré des populations complètement dans la détresse, qui ne faisaient que prier, qui priaient le bon Dieu, nous voulons de l'eau, nous voulons de l'eau. Eh bien, figurez-vous que l'eau est arrivée. Il y a eu l'ouragan Mitch qui a fait des destructions absolument phénoménales de ces 4 pays, plus le Panama. Et je me rappelle, je garde encore des photos de certains villages qui ne sont même plus sur la carte maintenant. Ah oui. Donc, ça a été traumatisant. C'était très, très difficile. 2 choses importantes, vous m'avez dit. Il faut faire très attention à ce qu'on demande à Dieu. Oui, absolument. Parce que les gens voulaient de l'eau. Oui. Il ne faut pas s'acharner, des fois. Parce que, des fois, en fait, ce qu'on demande n'est pas forcément ce dont on a besoin. Oui. Ça, d'une part. Et puis, c'était
fort et traumatisant parce que vous aviez aussi parmi vos missions, c'était aussi de compter les morts. Ah oui. Vous en avez vu des... Beaucoup, 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 beaucoup. Effectivement, les gens ont beaucoup prié, c'était bons catholiques, ils priaient beaucoup, queremos agua, queremos agua. Eh bien, Dieu les a entendus. Et après, pendant des mois et des mois, on faisait que compter les morts dans tous ces pays, on voyageait, on partait, on ne pouvait pas aller prendre les routes parce que les autoroutes étaient coupées, les routes étaient coupées. On faisait tout ça par hélicoptère. Je me rappelle encore des gens qui étaient accrochés à des hauts arbres parce qu'ils ne pouvaient même plus... Non, c'était gravissime, c'était absolument gravissime et il fallait continuer donc le combat et mobiliser encore plus les bailleurs de fonds pour venir en aide à tous ces pays qui ont connu ces désastres. Oui. Je me dis, il y a eu bien sûr l'Amérique et puis il y a eu les ans de guerre et de conflits. On sait que vous avez une vocation, que vous êtes engagé, on peut être résilient, mais à un moment, on reste des êtres humains. Comment vous faites pour continuer quand vous côtoyez la mort tous les jours, la détresse, alors que vous pouvez avoir une vie ou bien quelques moments de répit? Quel est votre moteur? Qu'est-ce qui vous donne envie de continuer, même si des fois, à la limite, c'est insoutenable? Il y a des gens qui font des dépressions. On parlait tout à l'heure du célèbre photographe, oui. Son nom va me revenir, sur lequel Wim Wenders a fait un film qui s'appelle Le sel de la terre, oui. Et puis qui a été couvrir la guerre du Rwanda, oui. Et qui a fait une dépression pendant de longues années et qui ne voulait plus faire ça. Comment on fait? Comment vous faites? D'abord, c'est toujours... Moi, j'ai toujours un motto qui m'a suivi aussi depuis longtemps. C'est une citation d'un écrivain et moraliste français, François de La Rochefoucauld. Et ça, il a dit « Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il le croit ». Et ça a été quelque chose qui m'a poursuivi depuis longtemps, ça d'abord. Oui. Et puis également, l'espoir. Puisque je me dis, dans tous ces endroits, je vois, bien sûr, il y avait des morts, mais il y a encore des vivants et des gens qui se battent chaque jour. Et c'est ça que moi je regarde. Je dis, il y a encore des gens qui se battent malgré tout, malgré voilà, toutes ces difficultés. Eh bien, il faut rester à leur côté. Il faut prendre, en fait... Il faut voir comment eux, ils y arrivent. Donc, il y a bien quelque chose en nous qui nous pousse à tenir, là, cette oui. résilience. Absolument. Le fait de la vie. Et tout simplement, c'est l'amour de la vie. L'amour de la vie. C'est tout simplement ça. En régie, le réalisateur vient de me souffler le nom du photographe. C'est Salgado. Ah, Salgado. C'est Salgado. Effectivement. Alors, oui. Après l'Amérique centrale, vous avez mis le cap sur Genève. Vous vous êtes posé un petit moment, 2 ans et demi. Une vie tranquille par rapport, bien sûr, à ce que vous avez vécu. Mais c'était juste une halte pour retrouver le terrain. Vous auriez pu rester. Pourquoi d'abord vous vous êtes posé à Genève pendant ce moment? Et pourquoi vous avez décidé de revenir sur le terrain? Alors, bien sûr, après, et ça aussi, c'est le système des Nations Unies. Oui. Des fois, quand on fait beaucoup de terrains vraiment très difficiles, on a la possibilité à regagner le terrain pour vraiment avoir une vie un petit peu plus stable. Oui. Mais également, c'est très important de passer par les sièges, puisque justement, on ramène toute l'expérience, l'expertise de terrain. Et Genève a été une très belle étape pour moi, puisque, bien sûr, non seulement ça a été une vie extraordinaire, et puis avec en Suisse, voir les beaux paysages, manger bien, être tranquille, avoir de l'eau et de l'électricité tous les jours, bien oui. sûr, ça c'est comme un luxe. C'était juste recharger les batteries. Mais c'était en fait recharger les batteries, parce qu'au bout de quelques temps, encore une fois, et c'est moi-même qui ai demandé, j'ai dit non, il faut repartir. Encore une fois, on me dit mais personne ne veut quitter Genève. Oui. Je dis non, l'appel du large, l'appel du terrain, il fallait que je reparte. L'appel de l'humanité. L'appel de l'humanité. L'appel de l'humanité. Et de là,
Oui, j'ai encore pris Oui. mon bâton de pèlerin pour Oui. revenir en Afrique. Alors, on sait que c'est une mission, un véritable sacerdoce, c'est vraiment l'image du bâton de pèlerin. Mais entre-temps, on a une jolie photo, donc on ne va pas se priver. Vous vous êtes mariés. Oui. On peut voir votre photo de mariage, vous êtes magnifique. Oui. C'est votre maman. C'est maman, que Dieu ait son âme. Oui. Allah yarhamha. Allah yarhamha. Vous vous êtes mariés et heureusement, vous me dites que avec votre mari, c'est un petit peu... Il vous pousse, il vous booste, c'est la continuité, c'est le même état d'esprit que votre père, en fait. Oui. Il ne remplacera jamais votre père, personne ne remplace le père, mais bon. Absolument pas, mais je crois j'ai eu vraiment beaucoup de chance. 2 hommes dans ma vie qui comptent beaucoup. Mon mari, oui, il m'a toujours soutenu parce que il a toujours accepté qu'on soit un peu séparés, parce que dans ces missions-là, la majorité du temps, j'étais toute seule. Oui. C'est clair. Puisque c'est des zones de guerre ou des zones de catastrophes naturelles et autres, et on n'est pas censé être en famille. Oui. Mais il a toujours été là. Il a toujours été là pour moi, il m'a toujours soutenue, et il le fait toujours. Donc c'est une chance. Oui, bien sûr. C'est une grande chance, tout à Alors, fait. On l'a compris à Genève, vous êtes resté, c'était pas fait pour vous, mais c'était nécessaire. Direction Bouaké, c'est ça? Après Genève, vous êtes parti à Bouaké? En fait, c'était au Congo, à l'est du D'abord Congo. au Congo, D'abord, oui, à l'est du Congo, où j'ai passé 3 ans, à Bukavu, dans le sud Kivu. Et je m'occupais justement de la coordination humanitaire d'une zone, encore une fois, avec un gros conflit, mais une zone qui est très large parce qu'elle fait 2 fois la superficie de la Belgique, donc c'était très grand. Et avec d'énormes problèmes sociaux, des problèmes aussi, bien sûr, de sécurité, d'insécurité totale. Parce que, par exemple, en Côte d'Ivoire, la mission a été très, très, très difficile parce qu'il y avait les déplacés, mais il y avait aussi les rebelles. Et absolument. Il fallait, donc, vous êtes tout le temps en danger. Vous avez une équipe aussi à gérer et à protéger. Oui, en Côte d'Ivoire, c'était très... Parce que oui, c'était en 2005, je me rappelle bien, le pays était coupé en 2. Et moi, je gérais les équipes et les bureaux du programme alimentaire au nord, c'est-à-dire, on appelait ça au nord à l'époque, Bouaké Korogo. Et en fait, j'étais là, à la frontière, et je négociais justement les passages humanitaires avec les rebelles qui étaient là. Et ce qui était très intéressant, c'était une période très compliquée, mais ce qui était intéressant, c'est là où j'ai rencontré nos casques bleus marocains. Et là, je les félicite. Si on peut voir une photo avec les casques bleus marocains, avec des jeeps, oui. Exactement, parce qu'ils m'ont fait ressentir un petit peu que j'étais au Maroc. Ils m'invitaient dans leur camp pour manger du bon couscous, un bon tagine, et ça me faisait ça me faisait du bien parce que j'avais l'impression, là on était à Yamoussoukro en fait, c'était le jour de la paix, c'était en octobre, la journée de la paix, et puis on était aussi ensemble. Mais ces hommes-là étaient absolument, encore une fois, je dois vraiment féliciter nos casques bleus. C'est cette photo. C'est cette photo, c'était à Bouaké, dans leur camp. Et le Maroc fait beaucoup de choses énormément, pour le maintien de la paix, la sécurité en Afrique. Alors, moi, je voudrais savoir quelle qualité faut-il avoir pour justement faire de l'humanitaire? Bien sûr, l'empathie, la capacité de travailler dans des contextes instables, l'ouverture d'esprit. Est-ce que n'importe qui peut faire de l'humanitaire? Je pense que n'importe qui peut faire de l'humanitaire tant qu'on a justement on sait qu'on est au cœur de la chose, c'est-à-dire en tant qu'humain. Et qu'on peut faire passer l'autre avant soi. On peut être un peu moins égoïste, si on veut. On doit être un petit peu moins égoïste, mais également être tolérant, être non seulement ouvert, mais vraiment accepter, par exemple, les us et coutumes qui nous sont complètement étrangères. Ce n'est pas seulement des langues, mais c'est des traditions qui peuvent peut-être nous choquer parce que nous n'avons pas grandi dans ça. Mais il faut l'accepter puisque ce sont d'autres êtres humains qui ont une autre histoire, une autre
Oui. géographie et un autre mode de vie. Oui. Et il faut rester justement très tolérant, respectueux. Je crois que le mot respect est pour moi est fondamental. Vous avez parlé, vous avez dit un mot très important, vous avez dit moins égoïste. Le problème, c'est que vous êtes d'une grande discrétion, très discrète. Il y a pas mal de personnes qui font de l'humanitaire, mais avec beaucoup de mise en scène. On les voit aujourd'hui. Ils sont nombreux. Et c'est terrible. Que ce soit des stars, que ce soit de grandes organisations qui peuvent donner beaucoup d'argent, mais qui se mettent en scène. Je ne peux pas juger. Je ne veux pas les juger puisque chacun choisit. Moi, j'ai choisi ma voie qui me rend paisible, qui me donne beaucoup de bonheur, qui me fait du bien. Et je sais que je fais beaucoup de bien et j'en reçois, parce que c'est ça aussi. Plus on fait du bien, plus on en reçoit. Et on n'a pas besoin d'en parler. On parle avec soi-même. Avant de passer à la prochaine rubrique, je vais poser une question très importante en lien avec votre mission, le poste que vous occupez. Comment on fait pour ne pas tomber dans le côté technique qui pourrait étouffer nos valeurs sous prétexte de comment on dit ça, techniciser l'action humanitaire, parce qu'à un moment, on doit faire face à ça. Parce qu'il y a des logistiques, des choses. Comment ne pas tomber dans ça? Est-ce que vous avez eu ce problème? Parce que ce sont des missions, c'est l'ONU, c'est bien encadré, puis il y a des choses à gérer. Je crois que c'est l'expérience qui parle. Je crois avec les années, on apprend justement à relativiser. On apprend aussi à être un petit peu plus ferme, plus convaincant et essayer, je ne peux pas dire changer les choses parce que les Nations Unies, c'est aussi un système très lourd, mais essayer d'adapter. Je pense que c'est exactement comme on fait au Mali, on essaye, parce que la situation est très compliquée, que ce soit au Mali ou bien ailleurs, et nous avons des méthodes, des systèmes en place, sauf que la nature du conflit ou la nature de la crise n'est pas adaptée aux systèmes qui ont été inventés depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, il faut innover, tout douce, sans bousculer, mais tant qu'on a des résultats. Et je crois, quand on voit des résultats sur les populations, les gens qui vous remercient, qui vous disent oui, c'est ce qu'on veut, c'est ce genre de projet, c'est ça qui nous fait du bien. Les puits, oui, on a besoin de puits parce qu'on manque d'eau. Donc, quand on voit des résultats et nous voyons que les gens sont satisfaits, eh ben, on pousse, tout doucement, mais on pousse. Je pense qu'on s'endurcit sans perdre son humanité, mais parce qu'on ne va pas pleurer, parce que tous les jours on côtoie la mort et la misère. Donc, peut-être s'endurcir parce qu'on a besoin d'être fort et pas fragile pour faire face à ça. Mais on ne perd pas son humanité. Mais on s'endurcit peut-être pour être plus fort, pour être utile. Je crois que c'est un très bon mot, s'endurcir. S'endurcir, mais pas... mais rester toujours humain. Absolument. Mais la dureté, il faut l'avoir. Il faut l'avoir, parce que ça fait partie du processus, en fait. Il y a une rubrique qui s'appelle Triptyque. On vous a demandé de choisir 3 photos. Il y en a plein les photos, mais que vous allez commenter qui sont particulières. C'est la rubrique Triptyque. Triptyque, on découvre les photos que Lubna Ben Hayoun a choisies. La première photo, Madame Ben Hayoun, que vous avez choisie, c'est là. Celle-là. Ça, c'est... Oui. On ne peut pas parler du Mali, bien sûr, sans parler de Tombouctou, qui est un patrimoine mondial. Et j'ai la chance, justement, en étant avec la mission, avec la MINUSMA, de pouvoir aller sur place. Bien sûr, nous avons des projets également à Tombouctou. Et à chaque fois que j'ai la possibilité d'y aller et amener peut-être des visiteurs, des bailleurs de fonds, etc., je passe par la mosquée. D'abord, c'est une architecture absolument phénoménale qui a duré et perduré. Et également, c'est un endroit où il y a on oublie le temps. Et on ne sait plus
où nous sommes, et on oublie la crise, et on oublie les problèmes, et on oublie le terrorisme, et on oublie la faim, et on oublie tout. Alors, quand je viens là, oui, c'est très particulier, c'est très profond. Et j'ai l'impression même, en tant que Marocaine, de toute façon, c'est vrai, quand je vais là-bas, les gens ils nous disent, mais vous êtes chez nous, vous êtes marocaine, mais nous sommes des... Voilà, nous avons un lien, bien sûr, ancestral avec Tombouctou. Et je me sens un peu à la maison. Donc, c'est Puis il y a une autre photo qu'on verra après le triptyque, avec l'imam aussi, à qui vous rendez souvent visite. C'est un personnage extraordinaire, l'imam de Tombouctou. Tout le monde qui passe par Tombouctou ne rêve que de le rencontrer, parce que c'est un homme très sage et c'est une encyclopédie. Et c'est un homme formidable. Oui. La deuxième photo. Ah oui. Bien sûr. C'est toujours le Mali. C'est toujours le Mali. Tombouctou, sans les manuscrits, bien sûr, n'est pas Tombouctou. Alors, sans rentrer dans tous les détails de ce qui s'est passé durant la crise de 2012-2013, mais bien sûr, nous avons ces manuscrits qui encore datent de centaines d'années, qui ont malheureusement été brûlés. Et là, nous sommes allés là-bas, j'avais une mission là-bas, et je voulais absolument un petit peu, garder ça en vue. Donc, ça fait très mal au cœur. C'est toute une science, c'est la science, c'est le savoir de l'humanité qui est là. Et on a beaucoup d'autres, mais c'est tout ce qu'il en reste. Donc, en tant que mission, nous avons aussi un aspect culturel. On fait des projets culturels. Oui. Et on essaye justement on fait plusieurs projets à travers justement la stabilisation. Pour essayer de digitaliser, pour préserver la mémoire, le patrimoine de l'humanité. C'est pas seulement de Tombouctou. L'objectif de votre département, c'est bien sûr gérer et mobiliser les ressources pour des projets de paix, de la sécurité. Mais vous dites que dans une mission de paix, il n'y a pas que le côté militaire, mais aussi économique et social et culturel. Et justement, il y a une grande place pour la culture, et vous avez dit que la culture est partie intégrante de la vie humaine et que nous devons la protéger ensemble. Et il y avait une rencontre, un projet, la culture ne peut pas attendre, avec l'UNESCO. Donc, avec l'UNESCO et avec l'ICROM, ça, c'est le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens culturels, pour protéger le patrimoine. Parce que des fois, on oublie, parce qu'ils ont besoin de nourriture, mais il y a aussi, quand notre mémoire, la mémoire d'un pays se perd ou se dévaste. En fait, par exemple, pour un endroit comme le Mali, et le Sahel en général, mais le Mali en particulier, puisque c'est là où je suis depuis quelques années, la culture est tellement importante. En fait, la culture, c'est un levier de développement, de stabilisation. Et on a bien compris ça, et on a investi beaucoup justement, avec une organisation comme l'UNESCO, puisque c'est vraiment son mandat. Et même en tant que mission de paix, on ne s'imagine pas qu'une mission de paix va travailler dans des domaines culturels, mais en étant moi-même convaincue. Et vraiment, j'ai beaucoup poussé avec les bailleurs de fonds là-bas aussi, en disant il faut absolument qu'on finance, qu'on soutienne les aspects culturels, que ce soit les questions de patrimoine, l'art, la musique. La culture et l'art réunissent. Parce que le Mali, c'est cela. Le Mali, sans cette culture, ça ne pourra pas, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, on fait vraiment beaucoup de choses dans le domaine pour la culturel. Exactement. Troisième photo. Ah, c'est une femme malienne. C'est une femme malienne. C'est aussi. Vous aimez beaucoup cette photo. Pourquoi? Oui, parce qu'on avait fait une mission justement avec la FAO, l'organisation pour l'agriculture, avec la FAO, pour faire justement des projets de maraîchage dans une zone désertique qui est Tombouctou, justement, un peu plus loin même à la sortie de la ville. Et cette femme, on était là, tout un groupe, avec bien sûr tous les experts, avec les communautés.
Et puisque les femmes sont vraiment, elles sont des battantes, elles travaillent énormément et c'est elles qui nous ont demandé vraiment de leur faire ce genre de projet. Et cette femme est venue vers moi avec, voilà, avec des très très belles carottes que je ne trouvais même pas à Bamako, n'est-ce pas? Mais qu'on a trouvées là-bas en plein soi-disant désert de Tombouctou. Mais elle me dit, mais vous voyez, grâce aux investissements que vous faites, à ce que vous nous donnez, regardez les carottes que l'on peut produire ici. Et elle avait un visage rayonnant, vous voyez, un gros sourire, alors qu'elle est une femme très pauvre, avec beaucoup d'enfants. Il y en a un derrière, justement sur le dos. Mais elle était rayonnante, elle était heureuse parce qu'elle pouvait travailler. Elle me dit, je me rappelle bien, elle dit, tout ce que je veux, c'est que vous me donniez un peu, vous me soutenez pour commencer, et moi je travaillerai tous les jours, je produirai, et je vais vendre, et je vais faire nourrir mes enfants, et je veux qu'ils aillent à l'école. Et c'est ça qui fait énormément plaisir. Justement, qu'est-ce que vous avez appris auprès de ces femmes, auprès de ces populations vulnérables qui n'ont presque rien et puis qui continuent à vivre et qui gardent le sourire? Ça, c'est très propre aux populations subsahariennes. On l'a dit tout à l'heure, qui s'habillent avec des couleurs et puis qui sourient, qui ne ratent pas une occasion pour faire la fête. Qu'est-ce que ça peut nous donner, nous, comme leçon, qui sont blasés quand on a l'eau, quand on a une maison, quand on a... Qu'est-ce que vous avez appris, surtout sur le plan personnel? En fait, je crois qu'on fait une grosse erreur quand on dit ils sont pauvres, les pauvres. Vous savez, c'est ça j'ai beaucoup vu ça, que ce soit en Afrique ou en Amérique centrale. On parle toujours les pauvres. En fait, j'ai découvert que, d'accord, ils sont pauvres au niveau matériel. Ils n'ont pas la télé, mais ce qu'ils ont, c'est bien autre chose. Ils sont ensemble, ils sont en famille, ils sont unis et ils espèrent beaucoup. Et en fait, parfois, ils n'ont pas vu autre chose. Vous voyez? Et c'est ça la grande différence. Nous venons avec nos grandes philosophies il faut faire ceci, il faut le droit de ceci. Mais ces gens-là n'ont pas vu autre chose. Et peut-être il faut juste améliorer leur contexte. Oui. Et ils n'ont pas besoin d'avoir peut-être toutes ces choses matérielles que nous pensons nous rendent heureux. Mais pour eux, c'est autre chose. Donc, ils ne sont pas aussi pauvres qu'on le pense, ou bien c'est la notion, le concept de pauvre. Mais je crois qu'il faut de la dignité et il faut un minimum. Ce qu'on appelle les services sociaux de base doivent être pourvus. L'école, justement, parce que là, je voulais vous le dire, parce que vous êtes depuis 2014 en poste à la tête de la MINUSMA, presque 10 ans, 9 ans. Oui. Ah oui, vous avez fait beaucoup de choses là-bas. Quelles sont les actions dont vous êtes le plus fiers? Je sais que vous êtes beaucoup engagé pour la scolarisation, les routes, l'eau potable. Quelles sont les choses les plus importantes et les plus marquantes de ces 9 années, même si je sais que c'est au quotidien? Oui, effectivement, en tant que responsable de cette section, et c'est une section, je dirais, c'est la section opérationnelle de la mission, et tous les jours, on fait des projets, on met en œuvre des projets, et on a toutes sortes. Par exemple, voilà, les projets d'eau, puisque il ne faut pas oublier toute la partie nord du Mali, qui est normalement, c'est la partie en conflit, où il y a un conflit, la partie nord, c'est un grand désert. Le Mali est un pays énorme. C'est un grand désert. Et les gens ne vous demandent qu'une chose, nous voulons de l'eau. Et alors, nous voulons de l'eau. Et quand vous faites un simple puits, vous changez toute la dynamique d'une communauté ou d'une population. Donc, on a fait beaucoup de puits. On a permis à ce que les gens aient des entrées d'argent. On a fait beaucoup de projets avec des associations féminines, justement au niveau artistique. On leur a permis justement de faire un peu encore des petits, peut-être parfois des petits revenus, mais qui leur ont permis, encore une fois, d'avoir accès à d'autres services. Oui. On a fait des projets extraordinaires, par exemple des lampadaires solaires. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que, voilà, nous avons un grand désert, nous avons le soleil toute l'année, n'est-ce pas?
Et voilà, on a fait énormément de projets pour illuminer des quartiers qui sont normalement dans le noir. Et ça a donné d'accord de la lumière, mais ça a permis aux gens d'être en meilleure sécurité, puisqu'il y a de la lumière. Ça a permis à beaucoup d'enfants d'être déjà sous les lampadaires solaires, à travailler, à étudier, avoir une dynamique économique, des petits commerces qui restent ouverts tard parce qu'il y a la lumière. Donc c'est tout un symbole. Ce sont peut-être des petits projets, mais qui ont une grande portée. Oui, grande absolument. Portée. Alors, moi, j'allais vous dire, Loubna, dans tout ça, quand vous ne travaillez pas, même si ça ne se termine jamais, comment vous ressourcez? J'ai vu une photo défiler où, vous faites de la peinture. Oui. Est-ce que c'est votre passion? Est-ce que vous en avez d'autres? Parce que votre conjoint est loin, votre famille est loin de vous. Puis, quand vous avez un moment pour vous, qu'est-ce que vous faites? Là, vous faites un peu de peinture. Mais justement, comment faire pour... Pas faire le vide, non. Comment faire pour un petit peu se détacher, pour recommencer le lendemain avec une nouvelle énergie? Moi, mon énergie, ça a toujours été le sport. Moi, j'ai été très sportive depuis très jeune. Donc, là où je suis, je n'ai pas nécessairement besoin d'une salle de sport. Je peux faire beaucoup de sport, même à la maison, même si je n'ai pas même la possibilité de sortir de la maison pour des raisons de sécurité ou autres. Donc, je fais du sport. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup la lecture. Donc justement qui m'éloignent, les livres qui m'éloignent un peu de la réalité où je suis. Je fais du dessin, je socialise, j'ai des amis, on sort, on se retrouve, on parle d'autre chose. Je prends des cours de chant. Donc, en fait, dans chaque pays ou dans chaque zone, j'essaye de trouver quelque chose qui me stimule. Et ça ne demande pas beaucoup. Ah oui, vous avez parlé d'amis, là, on vous voit avec Alpha Blondy. Oui, j'ai beaucoup d'autres amis, mais bon, Alpha Blondy, c'était une belle expérience en Côte d'Ivoire. Vous avez été un peu partout. Oui. C'est où chez vous? Où est-ce que vous vous sentez chez vous? En fait, c'est la question que je ne voulais pas avoir, mais puisque vous me la posez, je me suis posé cette question pendant, je crois, plus de 20 ans, où je me suis toujours considérée comme une citoyenne du monde, parce que j'ai habité dans tellement de pays où j'ai soit étudié, soit travaillé, j'ai eu des connexions avec des gens, et partout, je me suis sentie bien, en fait. Et en fait, c'est tout récemment que finalement, on est citoyen du monde, d'accord, mais moi j'ai toujours été très, très marocaine, très fière de l'être et de le répandre partout. Donc, finalement, on vient de quelque part. Et je crois les racines appellent. Donc, je me dis, oui, j'ai ma maison ici, au Maroc, depuis pas très longtemps. Mais ça ne veut pas dire que j'y suis tout le temps. Je crois que le fait. Est-ce que vous envisagez, après votre mission, surtout pas finir vos jours, continuer en fait ici? C'est ici? En fait, c'est un petit projet. Un petit projet. Je me dis, voilà, c'est pour déjà, une fois que j'aurai fini officiellement, comme on ne finit jamais, mais officiellement, parce qu'il y a bien un âge de retraite, voilà, avec les Nations Unies, que je rentrerai au Maroc, déjà, premièrement, pour découvrir mon pays, parce que je ne le connais pas assez. Et aussi pour continuer cet engagement, mais de manière différente. Il y a beaucoup de choses à transmettre, il y a beaucoup de choses à donner, beaucoup de vocations. Notamment avec les jeunes filles, les jeunes femmes, vraiment les stimuler, les influencer, pour dire oui, on peut aller ailleurs, c'est bien, notre pays est magnifique, mais on a besoin aussi d'aller ailleurs, voir, et après, pour encore l'apprécier plus, peut-être. Oui, pour mieux revenir. Pour mieux revenir. Alors, il nous reste 1 minute, on va découvrir la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre. On va découvrir le chef-d'œuvre de Loubna Ben Hayoun. Chef-d'œuvre.
Oui, le kora, on pourrait l'entendre. Pourquoi avoir Exactement. choisi ce morceau de Toumani Toumani Diabaté et Diabaté. Balaké Sissoko, de Maliens? Oui, ce sont des griots, ce qu'on Des appelle des griots, Oui, qui descendent d'une grande lignée de familles griots au Mali. Et ils jouent cet instrument qui est absolument fascinant, la kora, que j'ai découvert justement en étant au Mali. Et d'abord, la musique est c'est tellement apaisant. Et c'est une musique, moi, qui me transporte. Quand justement, je suis à la maison, je mets la musique, la kora, presque tous les jours. Et vraiment, ça me transporte. J'ai l'impression que je vais dans des paysages voilà, avec des nomades, dans le désert. Et c'est une musique qui... Je n'arrête pas de l'entendre, de l'écouter. C'est très, très inspirant, je trouve. Oui. Et c'est très paisible, alors que nous vivons dans un monde ou dans un pays qui n'est Oui, pas oui. tellement paisible. Mais eux, ils me mettent vraiment dans une condition très, très à l'aise, très paisible. Et ça régénère encore Oui, ça une fois. régénère, ça nous ramène Oui. l'importance de la culture De la culture. et de l'art pour apaiser les âmes et les tensions et les hommes. Absolument. Merci beaucoup, Loubna Ben Hayoum, d'avoir été avec nous, d'avoir partagé avec nous ce parcours de vie. J'espère que vous reviendrez une fois votre mission finie et que vous pourrez partager avec le maximum de Marocains et de Marocaines cette envie, cette vocation de l'humanitaire. Merci, merci infiniment. Merci à vous, madame. Merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité. Tout le plaisir est pour nous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et à la semaine prochaine.